Bonjour à tous, bienvenue sur Zouka News. Comme tous les matins, nous sommes avec un acteur du pays Guadeloupe. Aujourd'hui, je vous propose d'aller rencontrer Pamela Orbertan, qui est une sommité universitaire en Guadeloupe, légalement au Canada, mais on a la chance de la voir officier ici en Guadeloupe. Pamela Orbertan, bonjour. Bonjour. Alors, Pamela Orbertan, depuis quelque temps, on vous entend par-ci par-là évoquer la notion de conseil scientifique en local. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, tout simplement, avec plusieurs Guadeloupéens, nous avons décidé de monter une association qui s'appelle Conseil scientifique pluridisciplinaire citoyen Caraïbes, parce que on est parti du constat qu'il y avait beaucoup de mesures qui étaient prises en Guadeloupe pour lutter contre l'épidémie de SARS-CoV-2, mais ces mesures étaient souvent du copier-coller avec ce qui se faisait en métropole. Or, nous sommes dans un climat tropical, nous sommes une île, un territoire essentiellement rural, et le virus ne se comporte pas de la même façon dans ce type de territoire qu'en France métropolitaine, et ne se transmet pas non plus forcément de la même façon. Donc l'idée, c'était de réfléchir à partir de notre environnement sur le virus, mais surtout sur les politiques qui ont été mises en œuvre pour gérer ce virus-là, pour gérer cette transmission, et puis de voir comment on peut apporter un certain nombre de solutions, en tout cas proposer des solutions aux autorités, mais également aux citoyens. Ouais, très bien, on comprend bien. Mais en fait, en ligne de fond, il s'agit surtout de la notion, et c'est la notion qui préoccupe le plus les Guadeloupéens, c'est le vaccin, parce qu'on entend beaucoup de choses, beaucoup de gens sont méfiants, d'autres vous conseillent d'y aller parce que ça renforce votre capacité à faire obstacle à la propagation du virus. Enfin, qu'en est-il exactement? Alors justement, nous, au sein du conseil scientifique, l'objectif, c'est de pouvoir aller chercher des informations et de ces informations, lire les documents. Par exemple, aujourd'hui, j'étais en train de lire le dossier médical de Pfizer qu'il a déposé à l'Agence européenne du médicament. Et ça nous permet justement d'avoir une information complémentaire, peut-être aussi différente. Donc, par exemple, pour rappeler un certain nombre de choses, quand on se vaccine, déjà, il faut que vraiment, s'il y a un danger, il y a un risque, on peut déjà se rendre compte que le Covid, c'est une maladie très peu mortelle, avec un taux de guérison très important. Si par exemple, on vous annonce que vous avez le Covid, vous avez un taux de survie de plus de 99%. Donc, on peut déjà souffler. Ensuite, on a remarqué que le Covid, ça touche essentiellement les personnes de plus de 84 ans. Essentiellement, les décès qu'on a remarqués, c'était des personnes de plus de 84 ans. On sait que l'espérance de vie est entre 80 82 ans. Voilà, donc on peut souffler. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, dans la campagne de vaccination, il y avait des informations qui n'étaient pas tout à fait correctes. Par exemple, on a dit qu'il fallait vacciner, que le vaccin allait empêcher les formes sévères. C'est pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde le dossier qu'a déposé cette cas Pfizer, eh bien, ils ne peuvent pas affirmer que c'est efficace sur la mortalité parce qu'il n'y avait pas assez de personnes dans l'étude. Donc, ils ne savent pas. Pareil aussi, on ne sait pas du coup si c'est efficace sur la mortalité, si c'est efficace sur la sévérité. On ne sait pas si le vaccin permet de diminuer la mortalité. Dans l'étude, ils le disent, Pfizer, ils ne savent pas. On ne peut pas confirmer, l'étude ne peut pas confirmer ça. On s'est rendu compte aussi que on vous dit, alors nous on a entendu beaucoup de choses, des gens qui se font vacciner et qui se disent, maintenant, en fait, des moments moins, on n'a pas besoin de masque, on n'a pas besoin aussi, en vacciner. Bien non, une fois que vous êtes vacciné, vous pouvez transmettre le virus, mais surtout vous pouvez être porteur du virus et contaminé. De la même façon, le vaccin, on ne sait pas encore si ça protège des variants. Donc là encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Là aussi, par exemple, la France a dit, je vais vacciner les personnes de plus de 75 ans. Et là encore, on ne sait pas si le vaccin est efficace pour les personnes de plus de 75 ans. Et donc, du coup, on se retrouve avec un vaccin, finalement, on peut se poser des questions sur l'intérêt d'un tel vaccin, finalement, puisqu'il ne vous traite pas, vous pouvez être contaminé, vous pouvez transmettre la maladie, vous pouvez refaire le Covid, et on ne sait pas s'il est efficace pour les formes sévères ou les formes mortelles. On pense qu'il n'y a pas encore d'efficacité prouvée. Les études, je rappelle, vont se terminer en 2023. Donc, jusqu'à présent, on marche sur beaucoup d'incertitudes et de la même façon, on ne connaît pas encore très bien
tous les effets indésirables de ce vaccin-là, de ces différents vaccins. Donc, c'est pas que nous, en faisant les études, on est beaucoup plus modéré, beaucoup plus prudent par rapport aux informations qui sont délivrées par les autorités. Donc, c'est quoi l'idée? Ne vous faites pas vacciner, arrêtez d'aller vous faire vacciner, c'est quoi? Est-ce que le message précis, quel est le message en fait que vous entendez faire passer? Alors, premièrement, il est important que les gens prennent conscience qu'ils sont entièrement libres. Moi, je n'ai pas à dire aux gens, allez vous faire vacciner ou ne vous faites pas vacciner parce que en cas de problème, les compagnies pharmaceutiques ne sont pas responsables, les médecins ne sont pas responsables et ça sera une agence de l'État et on sait qu'elle rembourse très mal, c'est l'ONIAM. Donc, c'est aux gens de pouvoir apprécier. Et la seule chose que nous, on peut faire, le conseil scientifique, c'est d'apporter le maximum d'informations pour qu'ils puissent avoir un consentement libre et éclairé. Puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de gens donnent des versions au vaccin qui n'existent pas, même les compagnies pharmaceutiques vous le disent, elles ne savent pas. Et c'est même écrit dans le village, elles ne savent pas un certain nombre de choses, comme j'ai cité précédemment. Donc, l'idée, c'est que vraiment, les personnes qui se font vacciner se renseignent. Et nous, l'idée, c'est ça, c'est d'aller apporter cette information. Et comme ça, ils feront leur choix en connaissance de tout. Mais ils auront toutes les informations et pas juste une partie des informations. Mais tout cela pose une question plus essentielle. C'est une question du recul des libertés des individuelles, mais d'une manière générale, du cadrage moderne de la démocratie. Ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, notre démocratie a pris un coup. On est en urgence sanitaire. On se rend compte qu'aujourd'hui, pour lutter contre une épidémie, le gouvernement a déployé un arsenal judiciaire. On a plus de policiers qui sont sur le terrain, mais parallèlement à ça, on a supprimé des lits d'hôpitaux. On a à peu près 2000 lits d'hôpitaux qui ont été supprimés, je crois, entre 2020 et 2021. Les soignants, les salaires n'ont pas tant été valorisés. Le numéro sus pour les médecins réanimateurs, à la fin, il n'a pas forcément été augmenté. Donc, on se rend compte qu'en fait, c'est la démocratie qui a pris notamment les libertés fondamentales, qui a pris un coup avec cette épidémie. Aujourd'hui, se ferrer dans les bras, voir sa famille, eh bien, c'est considéré comme un acte dangereux. Danser est considéré comme un acte dangereux. Travailler, avoir un restaurant, c'est considéré comme un acte dangereux. Et donc, c'est vrai qu'on se pose des questions sur notre démocratie. Et je rappelle qu'il y a une maman qui a été aujourd'hui auditionnée par la gendarmerie parce qu'elle avait mis une image Facebook en montrant dans cette image qu'une maman ne se laisserait pas faire pour vacciner son enfant. Oui. Et donc, on se dit, peut-être que la police a peut-être mieux à faire que d'aller auditionner des citoyens pour des postes refusant la vaccination. Et encore aussi des vidéos YouTube, Facebook qui sont supprimées régulièrement dès qu'on a un avis contraire à ce que propose le gouvernement. Donc effectivement, on peut avoir de sérieuses craintes pour nos libertés fondamentales qui sont le socle de la démocratie. Mais est-ce que cela ne pose pas une question plus globale sur le lien au sortir de cette crise Covid avec la France, en fait, d'une manière plus générale et plus singulièrement avec l'Europe et le monde? Comment doit se positionner la Guadeloupe aujourd'hui? Je pense que la Guadeloupe doit bien se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, sachant que les mêmes causes créent toujours les mêmes effets. En Guadeloupe, on s'est rendu compte avec la COVID-19 qu'on a une population avec un quart de comorbidité. Donc, c'est-à-dire que la politique sanitaire de la France a été un échec en Guadeloupe. On s'est rendu compte qu'il y a des expertises locales pour gérer les épidémies, mais elles n'ont pas été écoutées. On s'est rendu compte que finalement, aujourd'hui, on le voit dans les conférences de presse, on a le préfet, l'ARS et le rectorat qui décident, finalement 3 personnes qui décident pour l'île, alors qu'on a un climat différent, on a des modes de vie, des cultures qui ne sont pas forcément les mêmes que la métropole. Et donc pour nous, c'est peut-être de réfléchir à un changement de statut qui nous permette de reprendre les compétences en matière de santé, parce que quand je vois que la Dominique ou Haïti ont moins de morts par million d'habitants que la Guadeloupe, et que la Guadeloupe est parmi les îles de la Caraïbe où il y a le plus de morts du Covid, on peut s'interroger sur cette gestion de l'épidémie. Donc du coup, reprendre les mains en matière de santé
reprendre les mains aussi en matière d'éducation, parce qu'on s'est rendu compte que le rectorat, la politique éducative en France, de la France en Guadeloupe est un véritable échec. Hein, il y a beaucoup de décrochage scolaire, beaucoup d'enfants qui ne savent pas lire et écrire. Donc, reprendre en main l'éducation, reprendre en main aussi la sécurité. Pourquoi ne pas penser à une police régionale? Et donc, voilà, avoir des élus avec plus de pouvoir, plus responsables, mais aussi de contre-pouvoir. C'est ça aussi, c'est important. On l'a vu, le système français, il y a très peu de contre-pouvoirs. Donc, avoir des contre-pouvoirs citoyens et judiciaires, et donc, mais de rapatrier le pouvoir au niveau local. Oui, d'accord, plus de pouvoir en local. J'entends bien ce que vous dites. En fait, vous êtes pour vous appeler à une plus grande souveraineté nationale, enfin, devrait-on dire régionale. Ah oui, je pense que quand on va arriver dans des environnements de plus en plus complexes. Hein. Là, on a une crise épidémique, on aura la crise climatique, crise de la biodiversité. Et dans des environnements complexes comme ça, où les choses vont vite, vont changer, il vous faut avoir des gens qui connaissent bien le terrain, qui ont une expérience du terrain, parce que nous, on a des fonctionnaires qui ont toutes des très belles qualités, mais qui sont là que 3-4 ans. Voyez? Donc il faut des gens dans un milieu complexe qui change tout le temps, il faut des gens qui connaissent le terrain, qui ont une expertise, qui sont pluridisciplinaires et qui sont capables justement de prendre des décisions dans un environnement très changeant, très complexe, avec un contexte international qui n'est pas au-dessus. Donc je pense qu'en termes de stratégie, c'est important de changer la gouvernance et puis de faire appel aussi aux citoyens, parce que c'est ça de parler des contre-pouvoirs, puisqu'un politique ne peut pas tout connaître, ne peut pas tout savoir, ça ne reste qu'un homme ou une femme, et donc c'est important de s'entourer justement des citoyens et de s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire avec des expertises différentes pour pouvoir trouver des solutions les plus adéquates et les plus rapides, et surtout celles qui causent le moins de dommages à l'ensemble du corps social. Vous semblez surprise à entendre votre voix, presque un peu déçue de l'attitude des politiques locaux concernant cette crise et le fait qu'ils ne se soient pas plus impliqués que cela dans la gestion et l'accompagnement de la crise. Est-ce encore de leur compétence, c'est plutôt une compétence étatique? Oui, non, mais c'est pour ça que moi, c'est sûr que je pense que comme tous les citoyens, on aurait aimé que les élus soient plus présents, mais en même temps, ils n'ont pas forcément les compétences en matière éducative, en matière de santé. C'était pas de leurs compétences en matière de sécurité intérieure. C'est pas eux qui sont compétents pour justement assurer la sécurité. Donc moi, j'aurais préféré, honnêtement, peu importe toutes les critiques qu'on fait à nos élus, j'aurais préféré les avoir en face. J'aurais préféré que ce soit eux qui soient au rênes en matière de santé, d'éducation et de sécurité. Je pense que ça aurait été plus facile de négocier avec eux parce qu'ils vivent au pays, ils connaissent, ils sont élus, ils sont plus réceptifs à la population. Et d'ailleurs, les membres du conseil scientifique, on les a rencontrés, on les a trouvés très réceptifs. Et donc, très réceptifs, mais avec une faible marge de manœuvre. Donc, beaucoup de personnes, beaucoup de gens du monde, et pour moi personnellement, j'aurais préféré avoir en face de moi les élus locaux que les fonctionnaires de l'État. Quand vous êtes sur le terrain, vous avez le sentiment que cette idée que vous portez est partagée et entendue par les Guadeloupéens? Mais je pense que beaucoup de gens sont exaspérés, et notamment les socioprofessionnels sont exaspérés par les mesures alambiquées qu'on nous a pondues. Hein, quand on regarde qu'un virus, les virus SARS-CoV-2 meurent pratiquement en quelques secondes au soleil. Quand on nous impose de ne pas rester, par exemple pendant le week-end pascal, de ne pas être sur la plage entre midi et 2 heures, de ne pas manger, il faut qu'on m'explique aussi pourquoi il y a des couvre-feux à 22 heures. Est-ce que le virus est plus virulent à 22 heures? Est-ce qu'il se transmet plus? Donc, les gens ont commencé à vraiment être exaspérés. Les restaurateurs, les socioprofessionnels, vous avez des gens qui ont perdu leur emploi à cause de cette gestion politique. Pas à cause du virus, à cause de la gestion politique. Donc, effectivement, sur le terrain, on sent monter de la résignation, mais aussi de l'exaspération de la population. Et beaucoup de colère peut-être aussi? De la colère, de la résignation, surtout de l'exaspération, parce que vous avez des gens qui ont perdu leur emploi, vous avez des gens qui doivent rembourser des dettes, des hypothèques, qui sont obligés de vendre leur voiture, vendre ci, vendre ça. Il y a des enfants qui ne mangent pas leur pain aujourd'hui. Vous avez
à peu près tous les mois plus de 1000 personnes qui demandent le revenu minimum, le RSA. Donc, on se trouve, à cause de ces mesures politiques, face à une grande précarité, mais aussi une précarité psychologique. On n'a pas mesuré les dégâts psychologiques, tout ça parce qu'on a un CHU en mauvais état, parce qu'on n'a pas priorisé les soins, parce qu'on n'a pas priorisé les traitements. On n'a fait qu'un choix, c'est le tout vaccin. Moi, je pose des questions si ça ne fonctionne pas. On n'a pas priorisé les traitements et le CHU. Donc, d'où la limite aussi de gérer une crise en petit comité. Il faut intégrer la population, il faut intégrer tous les élus, il faut intégrer les socio-professionnels, mais surtout, il ne faut pas juste les consulter, il faut les écouter et prendre en compte ce qu'ils ont dit et adapter les mesures en fonction de ce qu'ils nous ont dit. Pamela Oberton, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci beaucoup à vous, M. Tourbeval. Vous étiez sur Zoken News. À bientôt et bonne journée. Merci.